Jean-Marc Villon, bonjour. Bonjour. Directeur général de Crédit Logement, vous sortez aujourd'hui votre observatoire sur l'évolution des crédits et des taux d'intérêt en France, Observatoire Crédit Logement CSA. Si on regarde à la loupe les résultats du premier trimestre 2017, est-ce qu'on peut dire que les Français ont toujours envie d'immobilier? Oui, clairement, la dynamique du marché de l'immobilier et de son financement est toujours très bonne, avec une activité très soutenue et en progression, dans un contexte où les taux ont un peu remonté, mais pas tant que ça. Alors ça, on va le voir, mais en termes de production, qu'est-ce que ça représente? Production de crédit et par rapport à la part de renégociation? Alors en fait, la production de crédit, elle progresse de l'ordre de 13 à 15% suivant les marchés, donc ça c'est tout à fait dynamique. Et sur la partie renégociation, alors qui n'est pas traitée par l'Observatoire, mais qu'on peut observer au travers des chiffres de Crédit Logement, sur cette partie renégociation, rachat de crédit, elle est en légère baisse par rapport à ce qu'on connaissait en 2016. Cependant, elle reste à des niveaux extrêmement élevés, puisque pour Crédit Logement, c'est à peu près un tiers de l'activité qui est sur des opérations de rachat et de renégociation. C'est très important. 13% en termes d'évolution sur une année, hein, vous disiez, en termes de production. En année glissante. En année glissante. Alors effectivement, les taux de crédit qui avaient baissé d'année en année, enfin quasiment, on s'y habituait, ont commencé à remonter depuis novembre dernier de 1,31% en moyenne, toute durée confondue. On est passé à 1,51% au mois de mars. Est-ce que c'est inquiétant? Non, je ne crois pas. En fait, un 31, personne n'avait imaginé qu'on descendrait aussi bas. Donc ça, c'est la première chose à observer. Ensuite, 1,51, c'est très inférieur à ce qu'il y avait en termes de taux d'intérêt il y a encore un an. On était à 1,92 en mars 2016. En décembre 2015, 2,20. Donc on voit qu'on est quand même dans une dynamique où les taux sont extrêmement bas. Bien sûr, ils sont légèrement supérieurs à ce qu'on a observé au plus bas en novembre. Ceci étant, c'est une hausse qui reste très modeste par rapport aux hausses qui ont pu être vues sur les marchés financiers. Qu'est-ce que cela représente concrètement? Peut-être une hausse justement de 20 points de base, de passer de 1,31 à 1,51% en moyenne. C'est sûr que ça joue un tout petit peu sur la solvabilité des opérations, mais ça reste assez modeste. Je crois qu'il faut bien relativiser les choses. Ça ne perturbe pas le choix par rapport à une opération de financement. Peut-être qu'aujourd'hui, simplement, le fait que les taux commencent à remonter, ça amène les gens à aller un peu plus vite dans leurs projets en se disant que ça y est, c'est le moment. Les taux bougent et donc on ne peut plus attendre de baisse supplémentaire. Vous pensez en fait que cette hausse des taux dope justement la demande? À l'instant, oui, il y a toujours cet effet-là. D'un côté, les gens ont observé depuis un certain temps que les prix ne baissaient pas. Ils les voient même commencer à remonter, notamment dans les grandes villes. Et en même temps, les taux remontent légèrement. Donc ceux qui avaient des projets et qui les différaient en attendant d'encore meilleures conditions, aujourd'hui, ils sont un petit peu en train de, non pas de se précipiter, mais en tout cas d'accélérer leur réflexion. Alors l'exercice est difficile, mais quelles sont, selon vous, les projections là, pour cette année en termes d'évolution des taux, justement? Alors les projections, cette année, c'est toujours compliqué. Ça dépendra beaucoup des conditions sur les marchés financiers, et notamment de ce qui peut se passer entre Europe, États-Unis, et puis de ce qui peut se passer en France dans le cadre de l'élection à venir. Nous, on estime qu'il devrait encore y avoir un petit gradient de hausse des taux dans l'année 2016. Et on estime qu'on pourrait se situer aux alentours de 1,65, 1,70 à la fin de l'année, à comparer au 1,50 d'aujourd'hui. C'est beaucoup mieux que ce qu'on observait il y a encore quelques années quand même. Y a-t-il un risque que les banques durcissent les conditions d'octroi des crédits, c'est-à-dire inciter à faire des taux variables, mobiliser les fonds propres, compenser la perte sur l'assurance emprunteur? Est-ce qu'il y a des risques de ce côté-là? Moi, je crois qu'il faut bien voir que le crédit immobilier pour les banques, c'est un produit de conquête et de fidélisation de la clientèle. Et chaque trimestre qui passe, on le voit encore plus. Toutes les nouvelles banques en ligne aujourd'hui qui veulent se développer mettent une offre de crédit immobilier en avant pour conquérir et fidéliser de la clientèle. Donc les banques sont prêtes à faire des efforts importants sur le crédit immobilier pour conquérir la clientèle. Donc je ne crois pas à un durcissement. Je crois simplement qu'il peut y avoir une forme de vigilance pour avoir, je dirais, des niveaux d'apport qui soient raisonnés et raisonnables pour que les opérations se passent bien, mais pas de durcissement en tant que tel. En tout cas, ce n'est pas la vision qu'on en a aujourd'hui. Alors, vous parliez de hausse des taux d'intérêt, même si la hausse elle est progressive. Parallèlement, on a quand même une hausse des prix dans les grandes villes. Est-ce que cet effet ciseau, hausse des prix, hausse des taux, c'est pas inquiétant?
Alors c'est vrai que c'est deux facteurs qui vont clairement dans le mauvais sens par rapport à la solvabilité des emprunteurs. Ceci étant, tout ne se résume pas dans les prix et dans les revenus, dans ce fameux ratio et dans ces tunnels qui avaient été présentés pendant longtemps par certains économistes. Il faut aussi voir toutes les autres conditions du financement, c'est-à-dire notamment les durées, les capacités d'apport, qui sont à observer, je dirais, et les revenus également des ménages et leur progression. Et donc c'est à ce titre-là, Crédit Logement, dans le cadre de l'Observatoire qu'on développe tous les trimestres, et en accord avec LPI, l'Association sur les prix immobiliers, on est en train de développer des indicateurs de solvabilité des ménages. Alors, on le fait au niveau global aujourd'hui. On va le faire sur 34 villes françaises, 34 villes de plus de 100 000 habitants. Pour le mois de mars, on va montrer ce que ça donne en termes de résultats sur la ville de Nantes, pour montrer la solvabilité par un indicateur qui parle à tout le monde, qui est la surface achetable par un ménage en fonction pas simplement des prix au mètre carré et des revenus, mais également des durées et de l'apport de la clientèle. D'accord, donc ça c'est la ville de Nantes, et après progressivement on verra en fait 34 villes qui seront passées au crible. On passera toutes ces villes au crible pour voir ce que ça peut donner en termes de surface achetable et donc de solvabilité et de tension. Pour revenir à votre question, de vraiment, est-ce qu'il y a vraiment une tension sur le marché de l'immobilier au-delà de la seule question du prix et des revenus? Alors, on l'évoquait, c'est l'actualité. Nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle. On va donc avoir une finale entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Quel impact pourrait avoir une sortie éventuelle de l'Europe et de l'euro sur le crédit immobilier des particuliers? Sans doute des conséquences extrêmement lourdes. Aujourd'hui, les crédits immobiliers ont été souscrits en euros. S'il fallait sortir de l'euro et revenir au franc, ça veut dire que, au franc ou autre chose, ça veut dire que les emprunteurs devraient rembourser leur crédit en francs. Un franc probablement très dévalué par rapport à la situation de l'euro aujourd'hui, donc potentiellement une hausse significative de l'effort financier pour rembourser les crédits. Donc ça serait réellement problématique à notre sens. D'évaluation, hausse des taux d'intérêt éventuellement, une fuite massive potentielle des capitaux, il y a des inquiétudes? Alors pour les emprunteurs existants, donc ce que je viens d'évoquer sur la question du remboursement des crédits, pour les nouveaux emprunteurs, probablement des conditions de financement à des taux beaucoup plus élevés, dans des conditions économiques qui seront sans doute beaucoup moins favorables. Donc là, il y aura sans doute des questions aussi de durcissement des conditions financières demandées par les banques pour octroyer des crédits. Et au-delà de cette sortie potentielle de l'euro, est-ce que vous avez pu observer, regarder les programmes programmes immobiliers des différents candidats, les deux candidats finalistes sur la politique du logement? Alors, ce qui apparaît, il y a des points de convergence d'une certaine façon, dans le sens où la question de l'immobilier n'est pas au cœur des programmes des candidats à la présidentielle, et en particulier des deux finalistes. Et puis, je crois que ce qui est frappant, et ça c'est peut-être plus intéressant, c'est que l'un et l'autre ont compris que le temps de l'immobilier n'était pas forcément le temps du politique, qu'il n'y avait pas adéquation entre les deux, et qu'il ne fallait pas, dans un marché qui fonctionne plutôt correctement, plutôt bien même aujourd'hui, vouloir créer des ruptures, des révolutions, dont on sait, et on l'a vu avec la loi Allure à l'époque, peuvent créer des problématiques lourdes qui prennent du temps à être absorbés par les marchés. Donc je pense une vision assez pragmatique du marché de l'immobilier et de son financement. Après, les programmes sont différents dans leur essence et dans les mesures qui sont proposées, et elles sont très cohérentes avec le programme d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen sur le plan général. Mais en tout cas, cette volonté d'avoir certains pragmatismes et pas créer de ruptures inutiles et dangereuses. Jean-Marc Villon, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.